Amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez une parfaite énergie physique, mentale en cette fin d'année. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 décembre, jour d'enregistrement de cette vidéo. Alors pour ceux qui me suivent depuis de nombreuses années, j'avais par habitude de dresser le climat astrologique de chaque nouvelle année, et pour ce faire, je partais du principe de dresser le thème du 1er janvier de chaque année. Donc là, en la circonstance, ça sera le 1er janvier 2024 à 0 heure, c'est-à-dire de dresser en quelque sorte la révolution solaire de l'année. Tout simplement. C'est-à-dire que ça donne une tonalité de l'année qui va se dresser et se dérouler devant nous, partant bien entendu du fait que cette figure que vous avez sous les yeux pour le 1er janvier 2024 est une figure évolutive, puisque les planètes vont se déplacer. Alors les planètes rapides, il va sans dire, elles font le tour du zodiaque en une année, mais pour les lentes, il y en a certaines qui vont bouger, changer de signe dans le courant de l'année, ce qui va reconfigurer le ciel que vous avez actuellement sur les yeux. Mais je pars du fait que ce ciel-ci, c'est la matrice, c'est le socle et le point d'ancrage, d'enracinement, à partir duquel va se déployer l'année 2024. Alors, comme tous les ans, le Soleil est au 10e degré du Capricorne, puisque c'est une révolution solaire annuelle, donc le Soleil est toujours à 10 degrés. Et si par exemple je situais cette révolution solaire annuelle pour Paris, par exemple, vous voyez, le Soleil est en maison 4, et c'est normal puisque le calcul est fait pour 0 heure. On a donc un soleil du fond du ciel, un soleil de minuit. Tous les ans, au moment d'une révolution solaire, par exemple le 1er janvier 2025, on retrouvera un soleil à 10 degrés dans la maison 4, pour Paris, bien entendu. Et c'est pour cela que je ne dresse pas la domification quand je fais un climat, 2024 annuel, puisque c'est un climat général mondial. Cependant, comme vous avez pu le noter pour Paris et l'année 2024, qu'est-ce que l'on voit? On voit quand même que nous avons une maison 4 avec le soleil à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, c'est normal qu'il se trouve là, mais nous voyons quand même que ce soleil est encadré par Mars et Pluton. Ça, par contre, c'est une configuration significative. Mars est carrément conjoint au méridien céleste, 27 degrés, fond du ciel, et Pluton qui l'encadre. Le Soleil, dans un thème général mondial, c'est ce qui marque l'autorité, le pouvoir. Or, ce pouvoir se trouve à être encadré par Mars-Pluton, ce qui veut dire qu'on va avoir un climat quand même, je parle ici pour la France, un climat d'extrême tension, un climat de guerre, un climat de peur. Bref, on voit que déjà la 4 qui marque le territoire, la terre-mère, et le pouvoir central, on voit qu'il y a un encadrement extrêmement critique. Mars est une planète de feu, le Soleil une planète de feu, et Pluton, on peut l'assimiler également à l'élément feu, c'est quand même l'énergie nucléaire. Et comme je dis toujours, l'eau du Scorpion versée dans un verre, on croit que c'est de l'eau, et en réalité, c'est de l'eau de vie, ça brûle. Alors on compare évidemment l'eau du Scorpion à l'eau des marais, je serais bien, tout ce qui est lié à la putréfaction, ce qui est très lié également à Pluton, il est vrai, mais on voit quand même une maison 4 qui est quand même très névralgique. Voilà ce petit point. Bon, maintenant je retire la configuration. Voilà le ciel pour 2024, au 1er janvier. Alors moi, ce qui me frappe tout de suite quand je vois ce ciel, l'élément, sensible, névralgique de ce thème, le point d'acupuncture sur lequel on pique l'aiguille et qui crée immédiatement sa résonance, c'est cette lune en Vierge qui est opposée à Saturne au carré de Vénus. Vous voyez, un carré fermé. Je vais retirer les trigones pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, vous voyez, on a un carré fermé, ce que d'aucuns appellent un carré hanté. La lune en Vierge, là,
c'est ce qui symbolise le peuple. En Vierge, c'est les gens qui sont de faibles conditions, qui vivent difficilement. C'est la population qui vit dans la précarité. Or, on sait qu'en France, il y a à peu près 16% de la population qui a beaucoup de mal à se nourrir. La Lune, il y a des gamins qui sont scolarisés et qui dorment à la rue. C'est un constat terrible, mais c'est le constat de notre pays. Enfin, la Lune, c'est les valeurs de la famille, du clan. Cette Lune-là en Vierge, opposée à Saturne, elle prend la restriction de Saturne. La pauvreté, la difficulté, la précarité. Quand on est parent et qu'on a du mal à boucler les fins de mois et à nourrir ses enfants, c'est une catastrophe parce que ça a une implication sur les plaisirs. Vénus, en astrologie mondiale, c'est la vie associative, les réjouissances, la vie culturelle, bref, l'amour que l'on veut donner à ses enfants, à ses proches, à sa famille, est restreint par Saturne qui est juste en face. Et pour moi, c'est la configuration majeure de ce ciel du 1er janvier 2024. Cette restriction, ça va marquer encore un appauvrissement, une difficulté à vivre, à boucler les fins de mois. C'est de la tristesse, ça apporte de la tristesse, de la mélancolie. On voudrait apporter le plus d'amour à ses enfants, mais il y a une restriction qui se dresse en face et qui touche les deux. D'aucuns me rétorqueront qu'il n'y a pas besoin d'être très riche pour apporter de l'amour à ses proches et à ses enfants. J'entends cette remarque qui est juste, mais reste que lorsque vous ne parvenez pas, vous, parents, à subvenir comme vous le désirez aux besoins de vos enfants, à leur demande aussi de vie culturelle, de réjouissance, vous êtes obligé de compter et de leur dire quelquefois non, eh bien écoutez, c'est une énorme souffrance. C'est clair, hein? Oui, l'argent ne fait pas le bonheur, il est vrai, mais il y contribue grandement et nous sommes dans une société de consuméristes de plus en plus axée sur l'argent. Voilà, donc cette configuration-là, pour moi, est vraiment la plus significative du démarrage de cette année 2024. Alors, il y a l'autre élément, c'est qu'il y a également le trigone. Vous voyez, le trigone est là. Hein? Je vais virer les carrés et les oppositions, comme ça vous allez mieux le voir. Voilà, la Lune est au trigone du Soleil et au trigone de Jupiter. On a un grand trigone de Terre. Alors la Lune est au carré de Mars. Oui, enfin là, le carré, je le compte pas. Hein. Il y a l'orbe du carré, mais il est quand même. Je ne comprends pas c'est un trigone. Oh là là, excusez-moi. Pardonnez-moi, il est tôt le matin, si je commence à faire du yo-yo, j'étais dans les carrés précédents, pardonnez-moi, nous avons un trigone. Le trigone est vraiment dissocié là, hein, vous voyez un peu, donc pour moi je le minore, ce trigone Lune-Mars. Mais le trigone, Soleil, Lune, Jupiter en signe de Terre, donc des signes concrets, bien ancrés dans le réel, pas du tout dans l'abstraction, hein, bien confrontés au principe de réalité. Comment interpréter en fait ce trigone? Bien écoutez, pour moi, c'est le peuple qui demande justice. Soleil, Jupiter, les deux astres du pouvoir, les astres royaux, c'est le peuple qui réclame justice. Trigone, Soleil, voilà. C'est un peu la tonalité qui vient, je dirais, contrebalancer la dissonance avec le carré. Ce carré qui marque la tristesse, la difficulté de vivre, la aridité, la précarité, et la Lune qui en appelle, hein, demande justice, qui demande à ce que les choses soient équitables. Jupiter, dans le signe très matériel de l'oralité du Taureau. Le Taureau, c'est le signe aussi de l'alimentation. C'est, comme je le dis parfois en astropsychanalyse, c'est l'oralité. Bon, on voit que ce Jupiter-là, qui est sous la maîtrise de Vénus, hein, laquelle est contrecarrée, frustrée, bloquée dans son expansion, dans son expression, avec répercussion sur la vie affective et familiale, eh bien on voit que ça demande réparation, ça demande justice. Voilà, là. Et vous rajoutez à ceci la conjonction Mercure-Mars, avec un Mercure rétrograde en début d'année, au carré de Neptune.
Là, ça veut dire que attention aux décisions qui vont être prises durant toute l'année. Il va falloir réfléchir, ça peut être également des débordements, c'est-à-dire Mercure qui marque la communication. Dans le signe expansif du Sagittaire, c'est-à-dire sous la maîtrise de Jupiter, conjoint à Mars, parce que là il est en train il va aller vers Mars, vous voyez, au carré de Neptune, tout ça c'est du débordement. Ça peut être des actions mal contrôlées parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on n'en peut plus de vivre dans cette privation qui nous est imposée. Et là, il y a un moment donné où il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et avec Neptune, ça peut sacrément déborder, ça peut faire des gentils tsunamis. Voilà un peu, pour moi, mon premier constat quand je vois ce ciel du 1er janvier 2024. Alors maintenant, ce ciel ne va pas rester en l'état tel que vous le voyez sous vos yeux, puisque les planètes vont continuer de graviter. Donc durant cette année 2024, qu'allons-nous connaître comme mouvement planétaire? Eh bien, on va déjà en connaître un de très très important, de majeur, c'est Pluton, que vous voyez ici, qui est à 29 degrés du signe du Capricorne. Eh bien, très très rapidement, on va avancer d'un mois. Au 1er février, ça y est, Pluton rentre dans le signe du Verseau. C'est un transit majeur, comme vous le savez, puisque Pluton met 245 ans pour faire le tour du zodiaque. Il va rentrer en Verseau. Il va y séjourner jusqu'à la fin de l'année, puisqu'il va revenir en octobre-novembre à 29 degrés du Capricorne pour le 19 novembre 2024, entrer définitivement en Verseau et y rester durant 20 ans, autrement dit jusqu'en 2043. Alors, que dire de cette entrée de Pluton dans le signe du Verseau? Je vous renvoie au podcast que j'ai fait sur ce sujet. Je ne vais donc pas me relancer à vous décrire ce que j'ai déduit de ce futur transit en Verseau. Je vous demande, si vous le désirez, de vous reporter à ce podcast, mais enfin quelques mots. Eh bien, Pluton va rentrer dans le signe d'Uranus. Uranus, c'est la planète du futur. On a l'uranium et le plutonium de réunis. Eh bien, Uranus, c'est le futur, c'est la planète qui nous oblige à aller de l'avant. Uranus est ici. Vous voyez le glyphe d'Uranus? On ferme une parenthèse, on en ouvre une nouvelle et entre les deux, on tranche, on équilibre. Voilà un petit peu. Donc, Pluton, qui marque les crises, les morts, les métamorphoses profondes, va être sous le contrôle d'Uranus. Donc, ça va être une explosion sur le plan technologique. Ça me fait toujours penser au mythe du docteur Frankenstein ou au mythe du golem. Bref, donc on va connaître, ça va être, comme je le dis depuis de nombreuses années, l'ère du transhumanisme, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Voilà. Ce monde technologique va exploser. D'autant plus qu'Uranus, en 2026, rentrera en Gémeaux et se mettra au trigone de Pluton, relayé par le sextile de Neptune qui sera à 0 degré du Bélier. Mais là, je vais un petit peu vite dans le temps, j'enjambe les années, je vais revenir au constat de 2024. Donc Pluton va rentrer en Verseau, et évidemment, pour les natifs du signe du Verseau, eh bien ceux-ci vont devoir cohabiter durant 20 ans avec avec la planète Pluton. Alors, je ne vais rien en dire parce que tout dépend de votre vie, de l'état de votre thème de naissance, de votre histoire passée. Bref, mais préparez-vous à vivre des grands changements, des crises intérieures profondes. Pluton, c'est la planète qui fait la mutation. Elle nous fait mourir à un état pour repartir à un autre. C'est comme ça. C'est la règle de Pluton. Ça concerne également les natifs de la Balance premier décan et natifs du Gémeaux premier décan, puisque Pluton va jouer par trigone. Ça jouera également pour les signes fixes, Scorpion, Taureau et Lion par opposition. Et puis, sextile, premier décan Sagittaire, premier décan Bélier.
mais les plus concernés seront les natifs du Verseau, puisque Pluton va faire des transits de conjonction. Et n'oubliez jamais que l'aspect de conjonction est l'aspect le plus puissant. C'est l'œuf. C'est à partir de la conjonction que naissent tous les autres aspects. Donc c'est un aspect puissant. Pluton va recouvrir les planètes qui seront dans le signe du Verseau. Il y a la planète émettrice et la planète réceptrice, le récepteur et l'émetteur. Le récepteur, c'est la planète que vous avez dans le signe du Verseau, et l'émetteur, ce sera Pluton. Alors, ça ne concerne pas uniquement que les gens qui sont nés sous le signe du Verseau. Pour tous ceux qui ont des planètes en Verseau, eh bien, elles vont devoir accepter de vivre durant une époque donnée avec Pluton. Si par exemple vous avez des planètes intérieures, Vénus, Lune, Mercure en Verseau et que votre Soleil est en Capricorne, eh bien vous allez devoir encore, après avoir supporté le transit de Pluton sur votre Soleil natal, supporter le transit de Pluton sur vos planètes lentes. Si vous avez la Lune, eh bien vous aurez un transit de Pluton sur la Lune, et etc., etc. Donc tout ceci, vous voyez, est très subtil et on ne peut pas dégager de généralité parce qu'il faut voir après ce que ce transit-là va faire comme aspect dans votre thème, dans quelle maison ça va jouer. Donc vous voyez, c'est tout un jeu d'interaction l'astrologie. Mais toujours est-il que là, on voit un changement. Alors Pluton en Verseau aussi peut nous amener à basculer au niveau de la terreur, c'est-à-dire qu'on va basculer dans la cybercriminalité, le cyberterrorisme. C'est clair, Pluton va être au service de la haute technologie. Donc inutile de vous dire que la cybercriminalité et le cyberterrorisme vont être tout aussi redoutables que la brutalité de sa traversée en Capricorne. C'est-à-dire que là, ils pourront s'attaquer directement au cœur du système, puisque maintenant tout est régi par l'intelligence artificielle, les algorithmes et la technologie moderne. Donc attention aux conséquences que ces intrusions et ces attaques vont avoir. Également, les natifs du signe du Scorpion vont être concernés puisque Pluton c'est hors planète et que du Capricorne, du monde de Saturne, ils vont passer dans le monde d'Uranus. Donc natifs du Scorpion, préparez-vous également à vivre des grands changements. Vous allez être sous une dominante d'Uranus. Alors il est vrai qu'on dit qu'Uranus est exalté dans le signe du Scorpion, donc quelque part il y a un élément d'affinité, mais préparez-vous également à devoir encore revoir certaines de vos copies, certaines de vos orientations. Il va falloir également vous adapter à la dynamique uranienne. Ça, c'est une première chose. Donc, entrée définitive en Verseau le 19 novembre 2024. Mais il commence déjà, dès le mois de février, à faire son entrée. Ça, c'est le premier mouvement planétaire important. Ensuite, nous allons connaître également le redémarrage du cycle Jupiter-Uranus qui se fera le 21 avril 2024. Alors, je vais tout de suite vous le poser pour que vous puissiez visualiser tout cela correctement. 21 avril 2024. Voilà. Nous aurons l'information du cycle Jupiter-Uranus. Celui-ci sera exact à 2h du matin. Vous voyez, 21h47, 21h49. Si je pousse les choses, vous voyez, voilà, à 2h du matin, 21h49, 21h48, conjonction exacte. Nous avons là le redémarrage du cycle Jupiter-Uranus dans le signe du Taureau. Là aussi, je ne vais pas trop m'appesantir, j'ai fait un podcast sur le cycle Jupiter-Uranus, donc je vous renvoie à ce podcast. Cependant, quelques mots. Jupiter-Uranus est une configuration d'élan, de verticalité, d'ascension, de modernité. C'est une très bonne configuration pour les avancées technologiques. C'est une configuration du futur, une configuration qui est liée à l'efficacité. Ça, c'est sur le plan matériel. En plus, ça se passe dans le signe du Taureau, qui est un signe concret, et le signe du Taureau régit le monde de la finance. Donc on peut s'attendre
à des surprises, à des revirements soudains dans le monde de la finance. Le taureau aussi, c'est tout ce qui est lié à la nourriture, l'alimentation. Le taureau régit les cordes vocales, c'est l'oralité, tout ce qu'on ingurgite. C'est l'axe analité-oralité en astropsychanalyse, hein, l'axe taureau-scorpion. D'accord ? Bon, là on est dans l'oralité. Une oralité satisfaite ou insatisfaite selon. Jupiter-Uranus, c'est l'efficacité, mais ce n'est pas du tout une configuration d'empathie. Les atermoiements, l'hypersensibilité, le voyage autour de son nombril, c'est pas l'affaire de Jupiter-Uranus, il ne veut pas en entendre parler, il n'a pas d'appétence, d'aptitude pour cela. C'est plutôt un culte, c'est plutôt la dynamique de l'individualisme. Ça nous rattache au mythe de Prométhée. Uranus, Prométhée, Jupiter, Zeus. Je vous renvoie au mythe, j'en ai souvent parlé. Ça nous renvoie donc Uranus, le marginal, Jupiter, le droit. Donc là, il peut y avoir de la contestation. Je suis mon propre Dieu, j'affirme mes propres règles, ma propre loi, ma propre liberté. Vous voyez donc, c'est un cycle quand même qui n'est pas tout à fait confortable, comme je vous l'ai dit. Il a régi, il était là durant la Première Guerre mondiale, il a régi les rafles de 1942, la rafle du billet vert. On l'a retrouvé au moment effectivement du premier pas sur la Lune. Ça s'était passé dans le signe de la Balance. Il y avait eu la Lune qui était conjoint au cycle Jupiter-Uranus au moment où l'homme a posé le premier pas sur la Lune. C'était quand même joli hein, comme configuration. Mais là, hein, nous ne sommes pas au premier pas sur la Lune. Hein. Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. On est quand même dans le signe pragmatique du Taureau. D'autant plus que Pluton sera dans le signe du Verseau, à ce moment-là, donc sous la maîtrise d'Uranus, qui est dans le signe du Taureau conjoint à Jupiter. Pluton, je vous rappelle qu'il est également lié à la plutocratie, le monde de la finance, les financements occultes, tout ce que l'on ne voit pas, mais l'argent qui circule, en catimini, ni vu ni connu. Alors on peut peut-être s'attendre aussi à peut-être des scandales financiers qui vont peut-être éclater au grand jour, Jupiter-Uranus. Bref, il y a du souci à se faire, il faudra observer attentivement ce qui va se passer du côté de la finance internationale, hein, parce que Pluton est relié à Neptune. Nous avons un sextile. Donc, cycle d'individualisme. Je suis mon propre Dieu, je fais ce que j'estime être juste pour moi, et je me moque éperdument si ça n'est pas du goût des autres. Vous voyez un peu ce que ça peut donner. Ça, c'est un premier plan. Mais, avant de poursuivre, alors ce que je voulais également vous dire, si c'est important, c'est qu'on retrouve là des positions planétaires qui sont similaires à celles de la Révolution française, 1789. En 1789, nous avions un Pluton en Verseau. Alors il était très avancé, hein, il était déjà au mi-temps du signe, mais il était en Verseau. Saturne était également dans le signe des Poissons et il y avait le cycle Jupiter-Uranus. Donc on a quand même 4 positions identiques. Excepté que lors de la Révolution française, le cycle Jupiter-Uranus était dans le signe du Lion, le signe du Soleil, le signe du Roi, et ils lui ont coupé la tête. Prise de la Bastille, vous connaissez l'histoire. Là, le cycle Jupiter-Uranus, lui, il sera dans le signe du Taureau, qui est un signe qui est lié à la matérialité. Donc, on peut peut-être s'attendre à ce qu'il y ait là des soubresauts, des éclatements qui vont être liés à la finance, qui vont être liés au monde de l'agriculture, la nourriture, la terre nourricière. Sans oublier aussi que les planètes Vénus, Lune sont en domicile dans le Taureau, Vénus y est en domicile et la Lune y est exaltée. Ça peut être aussi lié, le Taureau c'est le signe de la sensualité, c'est un signe de gourmandise, d'appétit, c'est le Taureau, c'est la joie de vivre. Il peut y avoir aussi là
l'accentuation de toutes ces communautés, ces mouvements extrêmes, féministes et autres, qui peuvent effectivement se montrer encore plus véhéments et encore plus offensifs. Ça peut avoir aussi une conséquence, car n'oublions jamais de raisonner en astrologie par axe. Jupiter-Uranus va s'opposer au Scorpion, qui est le signe de la sexualité. N'oublions pas, c'est aussi le signe de la finance et de la plutocratie. C'est l'axe 2-8 en astrologie. La 2, c'est les dons que l'on reçoit à la naissance et les moyens psychologiques que l'on met en action pour gagner sa vie, matériellement parlant. Et puis la 8, c'est le contraire, c'est la maison des héritages, de l'argent qui vient des autres et qui peut passer par la mort. Et également, donc, par Pluton, la plutocratie, les financements occultes, etc., etc. Et tous également ce qu'on peut faire avec ces financements occultes par le biais de la maison 8, et là, c'est pas toujours très propre. Alors, j'ai pas vraiment envie de remuer la boue dans ma vidéo, mais vous voyez ce que je veux dire, où je veux en venir, Financement des réseaux pédophiles, trafic de drogue, trafic d'armes, financement des réseaux terroristes, et j'en passe. Pour vous dire quelques mots quand même, ne pas me cacher derrière mon petit doigt. Donc voilà, on va avoir quand même des positions qui vont être identiques à la Révolution française. Et c'est vrai qu'actuellement, nous baignons quand même, nous sommes dans une atmosphère quand même où plane un vent insurrectionnel. On parle sans arrêt de guerre civile. Bref, il y a quelque chose de cet ordre qui plane. Alors, on ne va pas assister à une prise de la Bastille. Il y en a certains qui vont me dire la prise de l'Élysée. Bon, on peut toujours extrapoler et aller dans le pire du pire, vous savez. Mais voilà, quoi qu'il en soit, cette répétition de positions et de cycles planétaires. Mais avant de poursuivre, j'ai quand même envie de vous montrer le ciel du mois de mai, parce que il est très très intéressant. Parce qu'après, Jupiter va filer et il va rentrer en Gémeaux le 25 mai. Mais avant d'en arriver là, j'ai envie de vous montrer quand même le ciel du mois de mai, parce que vous allez voir, c'est un ciel qui va être très intéressant. Et pour ce faire, je vais vous montrer la nouvelle lune du 8 mai 2024. Alors, on va aller très très vite. 24, nouvelle lune du 8 mai. La voilà. Voici la nouvelle lune du 8 mai 2024. Elle aura lieu à 5h21, heure de Paris. Voilà, conjonction Soleil-Lune. Voyez la concentration planétaire qu'il va y avoir dans le signe du Taureau. Vénus, Lune, Soleil, Uranus, Jupiter. Et voyez l'état du ciel. Nous avons un ciel qui est uniquement constitué de sextiles, semi-sextiles et juste un semi-carré Saturne-Pluton. C'est quand même un ciel rare, exceptionnel de trouver un ciel uniquement composé de sextiles. Et il faut quand même le noter, ce ciel-là. C'est un ciel plutôt d'apaisement. Alors, quelques mots quand même sur le sextile pour que vous puissiez le comprendre correctement. Le sextile, c'est un angle de 60 degrés. Le sextile, c'est la moitié d'un trigone. Le trigone, lui, fait 120 degrés. Donc, nous sommes à mi-parcours du chemin qui nous mène au trigone. Le sextile est un aspect très subtil. C'est un aspect de consolidation. Moi, je le mets dans une valeur dynamique mercurienne et vénusienne. C'est un cycle qui est fragile. Il n'est pas toujours perceptible, mais il travaille en profondeur. Il tisse gentiment sa toile. Mais il reste fragile, cela étant dit, parce qu'après 60 degrés, quel est l'angle que nous rencontrons, l'angle majeur? Un angle de 90 degrés, c'est-à-dire le carré. Le carré, de nouveau, blocage, chacun reste campé sur ses positions et il faut accepter de part et d'autre de trouver un moyen pour arrondir les angles. Voilà. Et puis après, quand on a passé le cap du carré, on arrive au trigone, 120 degrés, et là tout le monde est d'accord, c'est la paix, les choses sont rentrées dans l'ordre, l'harmonie s'installe. Voilà pour vous faire comprendre l'évolution. Pourquoi
vous dis-je cela? Eh bien parce que je pense que ce mois de mai peut être important au niveau mondial. Il peut peut-être marquer une transition, un apaisement. Par exemple, en ce qui concerne le conflit russo-ukrainien. J'ai noté que cet alignement-là, cette concentration en taureau va se faire dans la maison 12 de Zelensky et pour Poutine dans la maison 7. La maison 12 est une maison qui contient, qui renferme, qui contrôle. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressaient à la géomancie, la maison 12 c'est la maison de la figure carcérale. On est sous surveillance, on est renfermé, on n'est pas totalement libre de ses faits et gestes. C'est ce qui va se passer pour Zelensky. Tout se passe dans sa maison 12. Alors que Poutine, lui, tout va s'aligner dans sa maison 7. Autrement dit, Poutine est en position de supériorité, de force par rapport à Zelensky, qui lui va devoir quand même composer avec ce qu'on va lui demander de faire. Donc ça peut marquer là peut-être un début d'ouverture, d'apaisement, de négociation, peut-être même un cessez-le-feu, un apaisement, parce que ce ciel est quand même un ciel uniquement de sextile. On ne peut pas le gommer, on ne peut pas le passer sous le paillasson pour simplement tout le temps pointer les configurations critiques. Ce cycle-là existe. Il est très fort. Alors, au niveau astrologie individuelle, natif du taureau, alors là, écoutez, franchement, vous avez là un rendez-vous qui est magnifique. Alors, j'ai pointé la nouvelle lune, mais ça va commencer bien avant, hein, évidemment. Vénus va rentrer 10 jours avant en taureau. Enfin, vous avez là un mois de toute beauté. S'il est parmi des taureaux, des artistes, des comédiens, bah écoutez, précipitez-vous à toutes les auditions. Vous allez avoir une cote totale. Vous allez vraiment, votre potentiel de séduction, votre gourmandise de la vie, votre appétence à la vie, cher taureau, là, ça va être magnifique pour vous. Vraiment, là, vous avez un rendez-vous de toute beauté qui est en plus soutenu par des sextiles. Alors là, ça va être un mois magnifique pour vous. Ça joue aussi, évidemment, pour les natifs de la Vierge et du signe du Capricorne. Également pour les poissons et les cancers, puisque ça va jouer par sextile. Alors pour les signes fixes, Scorpion, opposition, Verseau, Lion, Verseau, carré. Intéressant, Verseau, Lion, Uranus, Soleil. Or, on aura une conjonction Soleil-Uranus. Donc pour les Verseaux et les Lions, cette concentration va être aussi très importante. C'est un carré, ça sera peut-être le moment de revoir certaines valeurs, de vous arrêter, de faire une petite pause pour bien être sûr que vous avez, pris la bonne orientation, les bonnes décisions. Prudence aussi si vous avez des engagements financiers, des investissements à faire, soyez quand même prudent, prenez votre temps, c'est un carré, il vous demande de faire une petite pause, etc., etc. Alors je dis toujours, cet amas-là, positionnez-le également dans la maison où il va avoir lieu, parce que ça sera la maison qui sera mise en résonance. Donc pour les taureaux, si vous avez ça dans votre maison 10, ça va jouer dans votre carrière professionnelle, évidemment. Changement, mise en valeur, aboutissement d'une ambition, bref, c'est magnifique. Si ça se passe dans votre maison 1, tout va partir de vous. Vous allez être gonflé à bloc, etc., etc. Donc c'est plutôt magnifique, ce ciel. Et il est bon également au niveau du climat général. Alors, puisque je vous ai positionné la nouvelle lune, je vais également vous indiquer la pleine lune, parce que c'est le cycle. Donc, puisque on a la nouvelle lune, je vais vous montrer maintenant la pleine lune. Alors, la pleine lune du mois de mai, elle devrait avoir lieu, c'est pas très très compliqué, On va y aller tout de suite, 2024, pleine lune du mois de mai, ça sera le 23 mai. Voilà. Alors, vous voyez, le 23 mai, ça sera la pleine lune en Sagittaire. Ok ? Et elle englobera la conjonction Soleil-Vénus-Jupiter. Là aussi, c'est quand même une conjonction plutôt d'apaisement, plutôt de paix, vous voyez, parce que cette pleine lune est relayée à Neptune. On a là cette très belle configuration
Vénus, Jupiter, sextile Neptune, relayée en sextile à Pluton, et cette pleine lune se déploie dans le signe jupitérien, qui est un signe de négociation. Vous voyez, et ce Jupiter-là est conjoint à Vénus et au Soleil. Donc, vous voyez, ça continue au niveau du cycle de lunaison. On a un mois de mai qui va être très intéressant à observer sur le plan mondial. Alors j'ai oublié de vous dire également que Israël a un soleil en taureau et que l'amas qu'il va y avoir au moment de la nouvelle lune et entre autres la conjonction Jupiter-Uranus se fera également sur le soleil de l'État d'Israël. Là aussi, ça peut marquer un cap extrêmement important dans la politique de l'État d'Israël. Alors, c'est vrai que pour lui, ça joue en carré avec l'amas qu'il a en Lion, parce que l'État a Saturne, Mars, Pluton et Lune en Lion, ça va jouer par carré. Ça sera un moment où peut-être que la politique intérieure devra se remettre sérieusement en question. Ça sera peut-être la fin nette et officielle de Netanyahou. Nous verrons bien, parce que nous ne sommes pas encore au mois de mai. Et puis j'extrapole un peu. Mais voilà tout au moins l'état du ciel pour le 23 mai. Alors là aussi, il y a un natif des Gémeaux, premier décan, magnifique. Vous voyez là, si vous avez des planètes là dans les 5 premiers degrés, identiques pour les Verseaux et les Balances, ça va jouer par trigone. Grand moment pour vous également de bonheur. Les Taureaux, les Gémeaux qui sont célibataires, écoutez, si vous l'êtes encore durant cette traversée-là, c'est parce que vous l'aurez bien voulu, quand même, parce que vous allez avoir là des configurations quand même magnifiques et de toute beauté. C'est très très beau tout ça. Alors surtout qu'on est dans le cadran printanier du zodiaque, la nature est revenue, ça y est, il fait beau, les jours rallongent, la nature reprend ses plein pouvoir, bref, on est dans un moment de pulsion de vie magnifique. Voilà, donc je tenais quand même à vous montrer ce ciel du mois de mai avant de passer maintenant aux complications. Ben oui, c'est toujours comme ça, qu'est-ce que vous voulez, Il y a toujours des petits grains de sable qui viennent se mettre dans la mécanique. Alors l'autre mouvement planétaire important, ça va être l'entrée de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Et Jupiter va rentrer dans le signe des Gémeaux le 25 mai, donc 2 jours plus tard. Là, nous sommes le 23, donc 25 mai. Vous voyez, Jupiter, 29 degrés 54. Il rentrera également exactement à 23 heures. Voilà, vous voyez, à 23 heures, Jupiter sera à 29 degrés 59 du signe des Gémeaux. Ça y est, il quitte le Taureau pour entrer dans le signe des Gémeaux. Là aussi, vous voyez, le 25 mai, on a un ciel magnifique, on a Pluton qui reçoit le triple trigone Soleil, Vénus, Jupiter, relayé à Neptune. Alors la Lune forme un carré, mais le carré va très très vite se défaire. Le carré à Neptune, puisque la Lune avance de 1 degré toutes les 2 heures, c'est un carré séparant. Mais on a là encore un ciel, alors évidemment, il est parcouru aussi d'aspects quand même qu'il faut noter. Mars semi-carré. Vous voyez, on a un semi-carré Soleil-Mars qui marque toujours un fond de tension, un fond de guerre, et on a également un autre semi-carré de Neptune à Mercure. Vous voyez, donc là, on est encore dans une période, vous voyez, il y a quand même ce trigone-là qui est important, ce sextile, et puis ces petits semi-carrés qui viennent encore semer de la discorde, mais qui est quand même contrebalancé par les harmoniques. Donc on a là un ciel qui est plutôt équilibré, et je dirais que les harmoniques l'emportent sur les disharmoniques. Donc il faudra observer de très près, sur le plan général mondial, ce qui va se passer au mois de mai. Je ne suis pas en train de vous dire que le lait et le miel vont couler, surtout pas. Mais il y a quand même là des bémols, il y a un apaisement qui se fait sentir. Faisons maintenant un petit saut dans le temps, un petit saut de puce, et passons au 19 août 2024. Alors, le 19 août 2024 verra la formation du carré Jupiter-Saturne. Jupiter, Gémeaux, Saturne, Poisson. Alors, c'est là où les choses se compliquent, parce que là, Jupiter, qui est un expansif, comme vous le savez, qui est jovial, c'est on va dire que c'est un épicurien, un amoureux de la vie, Jupiter.
Jupiter, ce n'est pas un étroit, ce n'est pas un rétracté, c'est tout le contraire. Eh bien, il reçoit le carré de Saturne qui, lui, est totalement à l'opposé. Saturne, c'est un rétracté. Il est froid et sec. Saturne est une planète de terre, Jupiter une planète d'air. Hein. L'air et la terre n'ont pas de compatibilité, elles ne s'épousent pas. Au mieux, ça va faire de la poussière. Voilà. Donc Saturne, comme j'aime l'appeler le père tape dur, arrive et fait un carré à Jupiter. Autrement dit, il vient entraver sa course. Comme je l'ai précisé, et vous le savez, Jupiter, déjà en Gémeaux, n'est pas vraiment à son aise. Hein. Il est en exil, comme l'on dit. C'est le surveillant général dans la cour de récréation. C'est Zeus qui est entouré par une cohorte de petits gamins mercuriens qui viennent titiller, bousculer, provoquer son autorité. Pour illustrer mon propos. Donc là, Jupiter va être quelque peu entravé dans sa course. Il va devoir accepter certaines restrictions, faire du temps un allié, tout ce qui relève de la symbolique de Saturne. Alors, surtout que c'est un carré, je dirais, séparant, c'est un carré croissant, hein, parce que au fur et à mesure, évidemment, Jupiter se déplace beaucoup plus vite, c'est lui qui va créer la séparation du carré. Mais reste que, pour la seconde partie de l'année 2024, à peu près, hein, vous voyez, on a ce carré Jupiter-Uranus qui va freiner l'expansion de Jupiter. Alors, ce carré-là, Jupiter entre dans le signe des Gémeaux. Le signe de Gémeaux, c'est le signe de Mercure, signe d'air. Jupiter, planète d'air, donc tout ceci au niveau des élémentales est parfaitement compatible. Alors Mercure, c'est le signe de la pensée, de la mobilité, de la rapidité, c'est le vif argent. Nous voyons qu'il y a quand même Mars qui est tout à côté. Hein, donc il y a une expansion du désir. Jupiter-Mars, c'est vraiment le désir qui a envie d'être vécu pleinement. Mars est une planète de feu. Au contact d'une planète d'air, l'air et le feu s'attisent. Donc là, il y a un accroissement du désir, de l'énergie, de la volonté, de la combativité, n'est-ce pas, hein? Et puis, Saturne prend aussi un peu le carré de... Enfin, je dirais Mars prend également le carré de Saturne. Et puis, on voit que Vénus, dans tout ça, qui est la planète des plaisirs, elle est en chute dans le signe de la Vierge et elle reçoit l'opposition de Saturne et le carré de Jupiter et Mars. Donc, cette petite Vénus-là, eh bien, ma foi, elle est encore malmenée. Elle ne peut pas vivre, s'exprimer comme elle le désire. Elle prend le frustrant Saturne et puis le Jupiter-Mars qui sont plutôt des principes de comment dirais-je, de vie, d'expansion. Voilà, on se libère, on fait sauter les entraves, on vit pleinement son désir. Bien, il y a un carré, il y a encore un petit blocage. Donc, vous voyez, on rentre là dans une partie et un climat de l'année qui est un petit peu compliqué. Et puis nous constatons également que Soleil-Mercure forme un carré à Uranus. Là aussi, Soleil-Mercure, Mercure est dans sa phase de rétro. Il vient de faire sa conjonction inférieure au Soleil. Il est donc passé dans sa phase prométhéenne. Et là, eh bien, ce Mercure qui a également envie d'évoluer librement, hein, puisqu'il est maître de la conjonction Jupiter-Mars, il reçoit le carré d'Uranus. Là aussi, la liberté est quelque peu entravée. Donc on rentre, là il y a un ciel qui se comprime, on voit des barrages qui s'installent. En plus, je rappelle qu'on est dans la foulée là des Jeux Olympiques, hein, parce que les Jeux Olympiques vont commencer à la fin du mois de juillet et prendront fin, je crois, vers le 15 août, me semble-t-il, si j'ai bonne mémoire. Ça y est, la mémoire me revient. Pour être précis, les Jeux Olympiques commenceront le vendredi 26 juillet et prendront fin le dimanche 11 août 2024. Voilà. Donc on est dans la foulée des Jeux Olympiques. Alors, Paris va être, durant cette période donnée, un peu le centre du monde, façon de parler. Et nous savons que là, il va y avoir des gros problèmes puisqu'on parle d'instaurer un QR code pour pouvoir se déplacer. On parle même de confinement.
Bref, donc on voit qu'on rentre dans une période de tension et de limitation de la liberté. Vous voyez, il y a quelque chose qui freine dans tout ça. Alors le 19 août, les Jeux Olympiques seront terminés, mais on est dans la foulée. Ce carré se met dans la foulée. C'est-à-dire que il faut savoir, alors évidemment pour ceux qui m'écoutent et qui n'habitent pas Paris, c'est un petit peu loin de vous, mais à Paris pour circuler, ça va être très compliqué. Il y a des personnes qui ne pourront pas se rendre à leur lieu de travail. Ils ne pourront pas circuler, il y a des quartiers entiers qui vont être fermés, quadrillés, et pour pouvoir entrer et sortir de ces quartiers, il faudra montrer patte blanche, donc montrer un QR code qui justifie que l'on habite ce quartier, parce que sinon on ne pourra pas le traverser. Enfin, vous voyez, donc il va y avoir encore une atteinte à la liberté. Et tout ça pourquoi? Pour faciliter des Jeux Olympiques. Faciliter le fait que des bons hommes et des bonnes dames vont courir sur des pistes d'athlétisme. Alors, vous voyez, lors de la Covid, on nous a imposé un confinement qui a été plus ou moins toléré et accepté selon les uns et les autres, mais comme il y avait le virus, il y avait toujours le danger d'être contaminé et que ce virus ait des conséquences graves. Alors, peu importe l'opinion que nous avons sur la question, il y avait quand même cet argument-là qui était plus ou moins entendable. Mais là, dites-moi, pour les Jeux Olympiques, c'est pas du tout sûr qu'ils arrivent à nous faire passer la pilule, qu'on accepte gentiment d'accepter de marcher au pas parce que il y a des Jeux Olympiques dont une grande partie des gens n'ont que faire en plus. Donc on voit qu'il y a un climat là de tension qui est en train de s'instaurer. Alors Jupiter-Saturne, c'est aussi le droit et la justice. Or, on sait que le droit et la justice sont deux notions bien différentes. Là aussi, il va y avoir un carré, il va y avoir des choses à revoir. Alors, le carré commence. Alors, je vous donne la date de l'aspect exact, bien sûr. Partons du fait que le carré est en formation depuis bien longtemps à l'avance. Si on compte, il faut toujours compter les orbes dans les carrés. Donc, on peut compter 4 degrés, 5 degrés avant la formation du carré. Exact 100 ans. Et on a une conjonction Jupiter-Mars. C'est une conjonction hyper réactive dans un signe très nerveux qui est le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux marque aussi la jeunesse, l'adolescence. On voit un peu là aussi l'accroissement de la violence parmi les jeunes gens, ce qui est quand même extrêmement inquiétant. Il faut bien le noter. N'oublions pas non plus que nous sommes dans la dynamique de la reformation du cycle Jupiter-Uranus et je suis mon propre Dieu, je veux être libre et je veux faire ce que je veux. Donc on a un climat très très électrique qui est en train de s'installer à partir du 19 août. Autre élément également, le cycle Jupiter-Saturne est un cycle qui régit l'Europe. Au départ, c'était le cycle Uranus-Neptune, puis ensuite est venu se greffer à ce cycle Uranus-Neptune le cycle Jupiter-Saturne. Or, on voit que les deux cycles de l'Europe seront en formation. L'un en sextile, Uranus-Neptune, et l'autre en carré, Jupiter-Saturne. Vraisemblablement va-t-il y avoir des dissensions, des choses encore à régler au sein de l'Union européenne à partir de cette période. Est-ce que je bafouille, veuillez me pardonner. Est-ce que ce sera aussi lié à l'Ukraine que l'on veut faire entrer dans l'Union européenne? Je ne sais, mais il va y avoir des dissensions, il va y avoir des pendules à remettre à l'heure sur le plan de l'Union européenne. Enfin, Jupiter-Saturne, il y en a un, c'est l'abondance et l'autre, c'est la restriction. Donc, on voit qu'il y a un blocage entre les deux. Donc, on voit qu'il peut y avoir aussi là une situation de, de restriction. Voilà, le mot est très très simple. Une phase de restriction, de difficulté qui peut évidemment faire monter la colère. Alors Mars va filer, bien sûr, mais Jupiter, lui, va rester là. Il va naviguer dans le second décan des signes des Gémeaux, pratiquement tout le second semestre 2024, puisqu'il rentre au mois de juin,
et il va aller très très vite. Les natifs du premier décan ne vont pas le voir passer. Il va très très vite passer. Donc natifs des Gémeaux du premier décan, profitez du transit de Jupiter dès le mois de juin parce qu'il ne reviendra pas dans les premiers degrés. Alors un conseil quand même pour les natifs des Gémeaux. Surtout les natifs du second décan là. À ce moment-là, ça vaut aussi pour les Sagittaires, également les Poissons et les Vierges. Attention de ne pas vous laisser trop emporter par l'enthousiasme et essayez d'être quand même prudent parce que vous avez quand même Saturne qui vous regarde en coin et qui aimerait bien lui vous, régler, contrôler votre élan, contrôler votre liberté. Donc faites attention durant cette période-là de ne pas vous mettre en infraction avec la justice et vous retrouver dans des procès qui pourraient être très longs. Avec Saturne. Faites attention, parce que ce carré Jupiter-Saturne nous ramène, vous savez, au mythe de Chronos. Il est intéressant, quand on fait de l'astrologie, de s'intéresser à la mythologie. Alors je sais qu'il en est certains qui n'en ont strictement rien à faire. J'ai reçu des mails assez savoureux. On m'a carrément dit, votre mythologie, on n'en a rien à foutre. C'est texto, ce que je vous dis là, vous apprécierez la forme et le fond. C'est bien dommage pour ces personnes-là parce que il leur manque un élément de compréhension supplémentaire au langage astrologique. On sait dans la mythologie que Saturne est le père de Jupiter. Et on sait que Saturne, par crainte d'être destitué par sa progéniture, il va engloutir sa progéniture. Puisque c'est lui en définitive qui émascule son père Ouranos au départ dans l'histoire, puisqu'il est mandaté par Vénus et donc Saturne va émasculer son père. Et ensuite, de crainte de revivre la même chose à son tour, il va donc engloutir toutes ses progénitures. Je vous renvoie à un tableau de Goya qui est magnifique, qui est assez inquiétant, mais qui est très très beau, qui montre le fameux Chronos. Voilà. Donc on a le père et le fils. Donc on voit que là il y a une volonté, de vouloir mettre les choses au pas. Voilà. Le Saturne veut mettre au pas la liberté jupitérienne et la liberté jupitérienne avec Mars se retourne contre l'autorité, la volonté saturnienne. Donc on voit que là il y a un aspect de tension, c'est pas du tout un moment facile parce que Jupiter-Mars en Gémeaux, ça veut, pardonnez-moi de me répéter, vivre pleinement, respirer, se déplacer quand on le désire sans avoir de compte à rendre. Saturne, l'ordre qui vient un peu réifier, mettre des barrières. Donc là, on rentre dans le dur. Ensuite, Jupiter-Saturne, comme je vous le disais, le restrictif et l'expansif. Jupiter est évidemment en exil, donc il perd un peu de sa force, donc il est obligé de redoubler d'efforts pour se faire entendre, quand même, imposer sa volonté, imposer ses valeurs, ses dictats, il est obligé de prendre sur lui déjà en Gémeaux. Donc la période à partir du 19 août est une période où il y a un climat de difficulté et de restriction aussi. Ça peut être aussi une restriction sur le plan également économique, bien sûr, puisque Saturne est dans le signe neptunien du Poisson, donc ça touche aussi le côté universel et collectif et tout le côté planétaire. Ça peut être aussi des grandes restrictions sur le plan économique. L'abondance qui est barrée de nouveau. Donc là on rentre dans la partie de l'année 2024 qui est dure. Jupiter-Mars en conjonction, c'est aussi l'amplification de l'agressivité, de la violence. Le Mars en Gémeaux, c'est souvent le Mars des boxeurs, parce que le signe des Gémeaux régit le système nerveux et il régit également les mains. Donc on a la guerre, l'action au bout des poings. Donc quelquefois le geste peut devancer la parole. Et le direct du droit part beaucoup plus vite que la parole, ou alors ils sont carrément parallèles. Voilà, là aussi il y a une intensification de l'agressivité. Alors certes, Mars va progressivement s'éloigner de Jupiter. Vous savez, Mars reste 2 mois dans un signe, donc ça veut dire que son pas est de 1 degré tous les 2 jours. Voilà, donc il a encore 10 degrés à parcourir.
Ça veut dire qu'il va rester grosso modo encore 20 jours dans le signe des Gémeaux, pour ensuite entrer en Cancer. Voilà. Donc voilà la petite note de cette deuxième partie d'année, parce qu'on est déjà dans le second semestre entamé, mais tenons compte que c'est dans la foulée du renouveau du cycle Jupiter-Uranus et également dans la période des Jeux Olympiques, tout ça. Donc il peut y avoir, comment dirais-je, une colère qui va se condenser, se concentrer là, et puis ça peut à un moment donné exploser. La fameuse petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme l'on dit. Alors, et donc, comme je vous le disais, Sagittaire, Poisson, Vierge, doucement durant cette période également là, vous voyez, cette Vénus carré Jupiter-Mars sur un plan individuel. Attention de ne pas se montrer trop piquant, trop blessant, parce qu'on va être dans un climat de frustration. Et dans ces moments-là, quand on est frustré, on est mal dans sa peau, on peut avoir des paroles malheureuses, commettre des actes, comment dirais-je, difficiles. Donc attention également au niveau individuel, à ne pas trop réagir à cet aspect, parce qu'on a un carré qui est quand même fermé, ce qu'on appelle le carré hanté, et il n'y a vraiment pas de sortie, il est fermé. Donc essayons là aussi d'arrondir un peu les angles, essayons de ne pas tomber dans ce piège, surtout que la formation de la conjonction Jupiter-Saturne va commencer bien avant, vous vous doutez bien, si on fait jouer les orbes, vous voyez, on va faire jouer un orbe de 5 degrés avant, 5 degrés après. Vous voyez, la conjonction exacte Jupiter-Mars aura lieu le 14 août. Voilà. Il y aura même la Lune qui sera à l'opposition durant cette période. On aura un grand carré cruciforme. Bon, la Lune on va avoir un grand carré cruciforme durant cette période. Et puis on va continuer, on va prendre 5... n'importe quoi. Revenons, voilà. Vous voyez, on va prendre un orbe de 5 degrés. Allez, voilà. Donc la conjonction Mars-Jupiter commence à se former le 5 août. Le 5 août, on sera encore dans la phase des Jeux Olympiques. Sans oublier que il y aura la conjonction Uranus-Mars qui se sera fait au préalable. Alors si je remonte dans le temps pour vous montrer, puisque j'ai le loisir de pouvoir le faire. Vous voyez, les Jeux Olympiques vont commencer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la période du 26 juillet. Vous voyez, voilà, on est là dans la formation, vous voyez, de la conjonction Uranus-Mars. Et voyons voir le 26 juillet l'état du ciel au moment où le top est donné. On a un alignement Uranus-Mars-Jupiter. C'est assez comment dirais-je, flamboyant tout ça. 2 planètes de feu avec Jupiter. Vous voyez, on a un alignement et ça commence déjà à former un carré. Vous voyez, Mars au carré de Mercure, donc Mercure qui régit la mobilité et qui a déjà maîtrise sur Jupiter-Mars. Il y a déjà le carré de Mars qui se met en place. Vous êtes au courant qu'on veut également déboulonner une grande partie des bouquinistes qui sont installés en bord de Seine. Ça n'a aucun sens pour des réseaux soi-disant de sécurité. Tout ceci ne tient pas debout. On voit très bien la raison qu'il y a derrière tout ça. Les bouquinistes sont les derniers électrons libres qui existent et ça, l'État ne peut pas supporter qu'il y ait des électrons libres. Ce sont des gens qui vivent quand même dans une certaine difficulté. Vous savez, quand on est bouquiniste en bord de Seine, on ne peut pas ouvrir tous les jours. Quand il pleut, il vente, qu'il fait froid. Et puis ce sont des gens qui sont avec leur boîte sur les bords de Seine, qui sont très libres en définitive, et l'État ne peut pas accepter qu'il puisse y avoir des êtres encore aujourd'hui qui échappent au contrôle de l'État. Voyez ? Et le contrôle de l'État, c'est le carré Jupiter-Saturne, aussi qui se met en place. Donc, on voit un climat de blocage, de barrage des libertés qui est en train, gentiment, mais sûrement, de se remettre en place. Parce que Uranus aussi, c'est la liberté, l'indépendance. Voilà, Jupiter dans le signe des Gémeaux et Mercure qui va être entravé dès le 26 juillet.
Voilà un petit peu la situation. Hein, et nous aurons d'ailleurs une opposition, vous voyez, Soleil-Pluton, hein, qui va se mettre en place aussi. Il faut toujours suivre hein, les aspects Soleil-Pluton. Ils sont toujours très significatifs d'un climat général. Hein. Il n'y a pas plus opposé que ces deux planètes-là. Le Soleil est au centre de notre système solaire et Pluton est sur la frontière, la ceinture de Kuiper. Et quand il y a des rapports Soleil-Pluton, c'est comme si le système solaire se rétrécissait d'un seul coup. C'est un peu, par exemple, le transit de conjonction, c'est comme si notre système solaire faisait comme le soufflet d'un accordéon, se repliait. D'où le côté noir, étouffant, inquiétant, obscur de ces valeurs. Hein. La pulsion de vie et la pulsion de mort qui se font face. La lumière et la ténèbre qui s'observent. Donc, c'est toujours à surveiller les aspects Soleil-Pluton. Bien écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire de cet aspect Jupiter-Saturne qui est l'un aussi des aspects majeurs de l'année 2024. Alors Poisson, acceptez de prendre votre mal en patience, faites du temps un allié, acceptez de quelquefois rationaliser vos décisions, hein. Acceptez aussi le fait que de temps en temps vous soyez obligé bien de vous arrêter, de vous poser et de davantage, je dirais, laisser au second plan votre intuition pour faire valoir le principe de réalité. La raison, c'est le meilleur moyen pour vous de vivre le transit de Saturne. C'est également un beau transit Saturne en Poisson pour pratiquer la méditation. Voilà, méditation pleine conscience, voyez, arriver à concentrer l'éparpillement, la vastitude de Poisson et donc de Neptune par Saturne, qui permet un petit peu d'un seul coup de centrer et d'apporter une puissance de concentration aux natifs des Poissons qui peut avoir tendance un petit peu à se déporter parce que le Poisson a une boulimie de savoir. Le Poisson a une grande capacité d'assimilation, de mimétisme, et après c'est l'ennui qui s'installe, et ce qui fait que le Poisson va vers autre chose. C'est un peu qui trop embrasse mal étreint. Donc Saturne peut vous apporter cette autodiscipline qui peut parfois vous faire défaut. Mais avant de conclure, j'aimerais quand même, avant de finir mon bavardage, revenir au 1er janvier 2024. Ce ciel qui est important parce que c'est la racine. Janvier 2024, on va faire 0 heure pile, on va se remettre exactement comme au départ. Voilà le ciel de 2024. Je voudrais juste revenir sur on va dire le thème matrice de l'année 2024 et retenez cet aspect Lune, Saturne, Vénus, c'est pour moi l'aspect le plus, comment dirais-je, important de cette révolution solaire de l'année. Hein. Les gens de faibles conditions, et on voit qu'il y a encore de la restriction, il y a encore de la tristesse, parce que ces deux planètes de la joie, du bonheur sont entravés par Saturne. Donc on voit qu'il va y avoir encore des difficultés de vivre, il va y avoir encore des gens qui vont avoir du mal à joindre les deux bouts, et c'est l'aspect pour moi le plus critique. Sans oublier également que vous voyez toutes les planètes rapides, Vénus, Mercure, Mars, Soleil, sont en train de se diriger vers Pluton. Donc on voit qu'il y a petit à petit un climat qui va vers quelque chose de sombre, d'angoissant. Alors, vous voyez par exemple, on va avancer le soleil à un pas de 1 degré par jour. On va avancer. Voilà, nous aurons... Bon, déjà là, on est dans l'ordre du début de la conjonction. 10 degrés d'orbe avec le soleil, on peut tolérer, vraiment. Mais on va avancer vers la conjonction. Vous voyez, il va y avoir une nouvelle lune qui va se faire un tout petit peu avant, vous voyez là, qui sera dans l'ordre déjà de la conjonction de Pluton. Hein. Et puis on va continuer, voilà. On aura donc la conjonction Soleil-Pluton exacte le 20 janvier. Voilà. Ensuite, le Soleil va s'éloigner
mais c'est Mars qui va prendre la relève. Alors Mars est tout petit peu plus lent, mais vous voyez, on va y avoir un alignement, vous voyez, l'encadrement de Pluton, et puis il va même y avoir la Lune qui va venir se greffer à tout ça. Vous voyez là, par exemple, le 8 février, on a Vénus en Capricorne, Lune en Capricorne, les deux planètes là en Capricorne ne sont vraiment pas à l'aise du tout, hein. La Lune est en exil, Vénus en Capricorne, elle grelotte, elle est dans le signe de Saturne, on a Mars qui est très fort en Capricorne, et on a Pluton à côté. Là, on a une concentration qui est pas très agréable à vivre, hein. On continue, et puis la Lune, vous voyez, va passer, et on va avoir la conjonction exacte Mars-Pluton le 14 février. Et donc on a là des avancées quand même de planètes rapides, vous voyez, vers Pluton, qui marque quand même un climat sombre, un climat de tourment, un climat d'inquiétude, voire un climat de peur. Et puis après, elles vont progressivement, évidemment, s'éloigner de Pluton. Vous voyez, le climat affectif, amoureux, de tempérance, d'équilibre, d'harmonie est un petit peu malmené. Cette Vénus en Capricorne conjoint à Mars-Pluton, vraiment, c'est pas le moment le plus positif qui soit pour parler d'une façon claire, nette et précise. Voilà. Bien écoutez, je vais arrêter mon bavardage ici. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Passez-les agréablement en famille ou auprès des êtres que vous aimez. C'est très important en ce moment de se dire, peu importe la façon, de se dire qu'on est là les uns pour les autres et que l'on s'aime. Le mot amour, vous savez, aujourd'hui on ne le prononce plus, on a l'impression d'être un vieux jeu, et de plus en plus important. Parce que, bon, à partir de 2026, évidemment, on va rentrer dans un nouveau paradigme. Et en fait, la grande question qui se posera à nous autres, c'est vers quelle humanité on va et quelle humanité on veut préserver. Ça va être la grande question qui se posera à nous à partir de 2026. Ça se pose déjà, de toute façon, mais on va être complètement confronté à cette question. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre attention, merci de votre fidélité, puisque nous arrivons à la fin de l'année 2023 et je voulais vous remercier de votre fidélité, vous remercier des messages que vous m'adressez. Et puis, voilà. Écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, des êtres que vous aimez. Si on commençait par là, tous autant que nous sommes, ça irait peut-être mieux sur cette satanée terre. Et puis, bon, écoutez, l'humanité a toujours traversé des grandes difficultés, des grands moments de chaos, et elle s'est toujours relevée. Donc elle se relèvera, cette humanité, mais elle aura vraisemblablement et à coup sûr un nouveau visage. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis, écoutez, sans doute à l'année prochaine, si je ne vous reparle pas d'ici là. Au revoir.